Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Géopolitique du Sahel. Nous parlerons ce matin, bien entendu, des manifestations qui ont marqué deux grands pays de l'Afrique, le Kenya, il y a quelques mois, et dernièrement, le Nigeria. On va revenir aujourd'hui sur le pourquoi du comment de ces manifestations. Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos deux consultants, Abdelkader Soufi, professeur universitaire et consultant à Ifriqiya FM. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, par téléphone, nous aurons avec nous Ahmed Kateb, professeur universitaire et géopolitologue et expert en questions internationales. Ahmed Kateb, bonjour. Bonjour. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Alors, pour commencer, il y a eu quand même dernièrement des manifestations au Nigeria. C'était des manifestations pour un petit peu protester contre la cherté de la vie. Le problème, c'est que ce grand pays de l'Afrique a été donc touché par la protestation, alors qu'il y a quelques semaines déjà auparavant, c'était le Kenya. Bien entendu, les discours des deux chefs d'État ou les chefs d'État des deux pays a été plus ou moins différents. Donc entre William Ruto et Tinubu, le discours n'était pas le même. Mais ce qui nous intéresse en premier lieu, Ahmed Kateb, aujourd'hui, c'est comment faut-il interpréter ces manifestations au Nigeria? Alors, pour le Nigeria, le problème, c'est les dispositions prises par le chef de l'État, Ahmed Bola Tinubu, sous le grand qualificatif de réforme économique. Oui. Donc la suppression de la subvention du carburant, ça a fait exploser la scène sociale pour les Nigérians qui vivent dans un pays qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Il est inconcevable qu'il y ait des mesures assez spectaculaires comme celle de la levée de la subvention des hydrocarbures sous quelque prétexte que ce soit. Donc, c'était la mèche qui a été allumée par le chef de l'État et qui a fait exploser la situation sociale. Pour les Nigérians, il était hors de question d'accepter cette mesure, d'autant plus que l'inflation des produits alimentaires a dépassé les 40%. Et à cause de cette mesure, justement, parce qu'il y a eu un triplement des prix de l'essence. Parce que la subvention a été levée. Tout à fait. Et qui dit triplement des prix de l'essence, dit augmentation des coûts de transport. Donc, d'autres marges bénéficiaires par rapport au coût initial des produits mis en vente. Donc, cela a dépassé les 40% pour uniquement les produits alimentaires, les denrées alimentaires, et ce qui a causé une généralisation de la faim. On ne va pas dire que c'est déjà la famine au Nigeria, mais une très grande majorité de la population nigériane a faim actuellement. Oui. Donc on est dans un problème économique de survivance et de subsistance
global qui concerne plusieurs dizaines de millions de personnes. Oui. C'est ce qui a fait sortir justement les citoyens du Nigeria dans la rue pour protester contre cette hausse et cette cherté. Cela étant dit, je rajouterai, si vous permettez, un détail. Les Nigérians sont sortis pour répondre au hashtag End Bad Governance in Nigeria. Donc, il y a une mauvaise gouvernance. Il y a une sorte de révolution colorée qui ne dit pas son nom, parce qu'il y a un autre hashtag Revolution Now, donc révolution maintenant, qui appelle le peuple nigérian à sortir manifester. Et là, on a de très grands doutes par rapport aux tenants et aux aboutissants de ces messages, des messages mobilisateurs. Maintenant, comme on dit en anglais, question marks, plusieurs questions et plusieurs points d'interrogation doivent être mis pour essayer de comprendre avec beaucoup de recul ce qui se passe dans ce pays. Abdelkader Sofi, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement ces manifestations étaient un petit peu prévisibles à partir du moment, je l'explique, à partir du moment où il faut dire que le président nigérien a hérité d'une situation économique, disons-le, désastreuse. Avait-il d'autres choix que d'accepter justement le plan du FMI et de l'appliquer tel qu'il est pour sauver ou sortir son peuple de la crise? Le hic est là. Et il y a anguille sous roche. Au fait, depuis le début de l'année 2024, les autorités du Nigeria ont accéléré la mise en œuvre des réformes qui visent à endiguer la détérioration des comptes extérieurs et retrouver la stabilité macroéconomique. Avec l'assouplissement du régime de change et le relèvement de taux d'intérêt. La Banque centrale, justement, puisqu'il s'agit d'elle, a envoyé un signal fort aux investisseurs étrangers. Cependant, il faudra attendre beaucoup de temps pour que cela soit mis en place ou que les réformes structurelles puissent se mettre en place. Donc puissent d'abord drainer les capitaux et décoller donc définitivement et durablement. L'inflation, comme le disait Ahmed, a atteint 40%, donc il y a une différence. Bien sûr. Donc le taux de change avec le marché parallèle de la monnaie nationale a atteint donc cette différence qui est flagrante. Vous savez, donc le problème de l'énergie, et beaucoup de gens oublient que le président actuel a hérité d'une situation peu confortable. Depuis 2015 à ce jour, la situation donc et le PIB du Nigeria a stagné avec les méventes de pétrole, avec tout ce qu'on connaît. Mais même quand il y a eu une relance donc de la production du pétrole, il y a, j'allais dire, le Nigeria n'a pas atteint sa vitesse de croisière. Décoller. Exactement. Et cela s'est répercuté donc doublement les réformes, mais aussi les réformes qui sont inévitables pour le peuple, car on ne peut pas se mentir et envoyer un pays vers une banqueroute. Les pratiques de l'ancien régime ont quelque part camouflé ce fossé économique important qui a conduit une majorité importante de la population au-dessous du seuil de la pauvreté. Avec maintenant la montée des prix du pain, du carburant, de consommation, voilà, ne peut que permettre et là, donc en réponse à votre question, aux facteurs exogènes qui visent à déstabiliser le Nigeria. C'est que le Nigeria est visé. On veut déstabiliser le Nigeria et on ne peut pas trouver mieux que le front interne. Et comment attaquer le front interne? C'est l'attaquer dans son ventre, donc dans ce côté social, s'ajoutant déjà aux mots économique et politique et même idéologique qui sont en train de déstabiliser le Nigeria.
Oui, en fait, c'est un petit peu comme un procédé. C'est juste des fois, on emploie un mode d'emploi pour le Burkina, un autre pour le Niger, un autre pour le... Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, parce que le Nigeria est un pays assez riche et qui a le moyen de non seulement subvenir aux besoins de sa population, c'est ça le paradoxe, au fait. mais surtout d'être un acteur important et puissant en Afrique, au même titre que l'Afrique du Sud et l'Algérie. Et s'il y a un mouvement au sein du Nigeria, tout comme il y a des mouvements aux frontières de l'Algérie, cela veut dire qu'il y a un agenda qui a été lancé et qui vise à déstabiliser les grandes puissances africaines, parce que ce sont les locomotives de l'Afrique, car vers 2060, c'est le rôle de l'Afrique émergente qui est mis en évidence avec le déclin des États-Unis d'Amérique, et moyennement celui de la Chine, et la montée de l'Inde et surtout de l'Afrique. Oui. Et c'est pourquoi on essaie d'anticiper, de faire une prospective pour que l'Afrique ne décolle pas. Et le fait donc que l'Afrique ne décolle pas permet aux puissances occidentales, notamment celles de retarder leur chute. Retarder leur chute ou se reconstruire progressivement leur progrès sur le dos de l'Afrique. Ahmed Kateb, est-ce qu'il aurait peut-être fallu, disons-le ainsi, pour par exemple Ahmed Bola Tinubu, d'aller progressivement avec sa population plutôt que d'y aller comme ça de manière, je dirais, violente et brutale, étant donné que les Nigérians ne se sont pas habitués non plus à ce qu'il y ait des réformes et que ce soit des réformes radicales. Même dans son discours, il n'a pas fait dans l'apaisement, contrairement par exemple à William Ruto qui, dès qu'il a vu le soulèvement, a fait quand même un recul. On voit qu'il y a eu une réponse positive. La bonne question est de savoir pourquoi le président Ahmed Bola Tinubu est dans cette logique. Est-ce qu'il n'a pas été soumis à des pressions du FMI à telle enseigne que le Nigeria ne peut pas faire marche arrière pour sauver ce qui reste de son économie? Parce que il est vrai qu'avoir hérité une économie dans un état de déliquescence n'a pas été facile pour le président qui boucle à peine 1 année et 2 mois à la tête du Nigeria pour redresser la barre. Donc on est en mesure de se poser ces questions. Une autre question, est-ce qu'il n'y a pas une tentative de déstabilisation qui vise ce pays pour créer une sorte de continuum dans une zone assez lâche et non structurée qu'est désormais la partie centrale du Sahel, avec une jonction vers le Tchad et le Soudan en guerre civile? Donc il y a des questions qui méritent d'être posées d'un point de vue de géopolitique pour comprendre la nature de la crise au Nigeria. Ce n'est pas une crise uniquement économique, mais on peut l'appréhender sous un angle plus large pour comprendre les grandes mutations auxquelles sont sujettes cette région de l'Afrique, c'est-à-dire le Sahel central et le Sahel oriental. Et il se trouve que le Nigeria est à la fois à la lisière du Niger et du Tchad. Donc le Nigeria fait la jonction entre le Sahel central et le Sahel oriental, d'une part, et d'autre part, on peut comprendre également que c'est une sorte de stratégie. Si on rajoute les dernières manœuvres de Haftar en direction de l'ouest et du sud libyen, on peut peut-être comprendre qu'il y a une sorte de manœuvre qui vise à saborder le projet du TSGP, donc le Trans-Saharan Gazoduc Pipeline, qui traverse le Niger et l'Algérie pour alimenter l'Europe en gaz nigérian. Donc c'est une sorte de manœuvre, de grande manœuvre qui vise à déstabiliser toute la région. À l'époque,
c'était via les groupes terroristes Boko Haram. Oui. Aujourd'hui, c'est via une déstabilisation et une sorte de guerre de type de 4e génération. Géopolitique du Sahel. Sur Radio Ifriqiya FM. Abdelkader Soufi, est-ce un hasard qu'il y ait autant de persévérance à viser ces deux pays de l'Afrique australe et de l'Est que sont le Kenya et le Nigeria à chaque fois? Parce qu'on a l'impression que un pays comme le Nigeria, depuis le début, comme disait Ahmed, a été, si vous voulez, la cible de troubles de différentes manières, que ce soit par des groupes terroristes, soit par des frustrations socio-économiques. Le Kenya également, avec le mouvement de Shabab somalien et j'en passe. Donc finalement, ce sont deux pays qui sont cibles. On peut savoir pourquoi ces deux pays constituent-ils une cible favorite, si tel est le cas? Je vais un peu remonter dans le temps pour dire que le Nigeria, déjà, historiquement, a été un pays qui a été colonisé par la Grande-Bretagne. Par conséquent, c'est un pays anglophone. Et les premiers faisait partie de Commonwealth? Oui. Et les premiers gestionnaires donc de l'énergie, notamment des puits de pétrole et gaz au Nigeria, c'était la BP. British Petroleum. Et parce qu'il y avait aussi à côté la France qui a mis en place le système de la France-Afrique, donc, et qui avait besoin justement, à partir du Gabon, de déstabiliser le Nigeria, parce qu'elle voulait scinder le Nigeria en deux parties, notamment la partie nord qui était la plus riche, comme ils l'ont fait avec le Soudan, qui donne sur le golfe de Guinée et qui était donc gérée par la British Petroleum, et c'est là où Shell a intervenu, donc avec les réseaux FOCAR. Et on se souvient que les premiers prémices de l'implosion du Nigeria sont passées par le génocide du Biafra, dont la France était responsable. Oui. Et elle était responsable à plus d'un titre pour dire qu'il y a un souci ethnique et sociétal au Nigeria et qu'il fallait séparer les chrétiens des musulmans, quitte à avoir deux États émerger. Tout a été fait pour, bien sûr, pour le bonheur de la société et de la multinationale française. Aujourd'hui, encore une fois, ce sont les multinationales qui réagissent et ce sont elles qui décident de la politique extérieure des États. Nous avons parlé, peut-être dans d'autres émissions, notamment du problème de la Libye, du Mali, du Soudan, aujourd'hui du Kenya, du Nigeria. C'est toujours le même topo. Il y a une feuille de route qui est établie par les multinationales à partir d'une cartographie qui met en évidence le potentiel et les richesses et comment agir. Comment agir, vous savez, c'est simple. Donc, c'est créer une discorde, c'est mettre à jouer sur les points faibles qui existent dans ce pays. Bien sûr, mettre sous forme de menace ou quelque part trouver un moyen commun, corrompre les autorités. Tous les moyens sont bons pour arriver aux fins. Quand ça ne marche pas, comme c'est le cas au Nigeria et c'est au Kenya, donc on a essayé de déstabiliser les pouvoirs en place. Le Kenya, donc comme le gouvernement, on va dire le président quand même, il a un certain nombre d'années sur place et il a pu trouver une alternative en limogeant le gouvernement. Et en procédant, donc en ne gardant que le premier ministre, que le vice-président et le ministre des Affaires étrangères. Une remise en cause totale. Qui est, voilà. Donc celui qui a permis d'apaiser les esprits et dire, voilà, donc nous allons ratisser l'arche, même dans l'opposition, tout le monde, tous ceux qui peuvent ramener un plus pour le Kenya, c'est une pour grande invitation, une main tendue, une main tendue. En ce qui concerne le gouvernement actuel du Nigeria ou du président, vous savez, il a moins d'une année au pouvoir. Et quand il est arrivé, il a hérité d'une situation catastrophique.
et que cette situation-là ne peut en aucun cas être résolue d'une manière avec la baguette magique. C'est parce qu'il faut aussi quelque part savoir faire des sacrifices. Oui. Je pense que c'est ce que tente de faire aujourd'hui le président nigérian, et j'allais dire, comme le peuple, il n'est pas, j'allais dire, il ne peut pas attendre, parce que le problème au quotidien, il est là. Non, parce qu'il est touché directement dans sa poche, au fait. Absolument, voilà, absolument. Dans sa vie donc de tous les jours. on ne peut pas supporter. Ça veut dire que et plutôt, ce n'est pas ne pas pouvoir supporter, mais surtout c'est parce qu'il y a des facteurs qui poussent les populations, la population, voilà, donc à l'éclatement et à sortir. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les manipulations, les différentes formes de manipulation possibles et imaginables, voilà. Donc, il est plus facile de discréditer l'action du gouvernement, qui est, j'allais dire, ambitieuse, mais à laquelle il faut du temps. Ahmed Kateb, alors est-ce qu'on va dire les choses comme ça? Est-ce que le président nigérian n'avait d'autres alternatives que de recourir au plan du FMI et de l'appliquer à la lettre? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire quelques réaménagements conformes à la situation même, au profil même de sa population, sachant pertinemment et connaissant très bien la crise que traverse son pays et bien sûr le PIB et l'inflation et le chômage, et bien sûr la liste est longue. Est-ce qu'il n'avait d'autres alternatives que celle-ci? Enfin, le problème qui se pose, c'est aurait-il pu faire autrement? Autrement, voilà. Tout à fait. Donc, c'est pas évident de diriger un pays comme le Nigeria, avec pratiquement 220 à 230 millions d'habitants. C'est pas évident. Oui. Deuxièmement, je ne pense pas que si le président Tinubu avait les moyens et la main pour appliquer soit des arrangements, soit des changements à la politique du FMI pour apporter des réformes à la réforme, je pense que ça aurait été quand même plus facile. Oui. Oui, mais a priori, il n'a pas le choix. Et le président Tinubu n'a fait qu'appliquer ce qu'il devait appliquer sans avoir la marge de manœuvre. Donc la marge de manœuvre, selon vous, était très réduite. Oui. Le problème, c'est que dans son discours, on a quand même, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle, bien sûr, avec le discours de Ruto, le Kenyan, donc William Ruto. Il aurait pu jouer la carte de l'apaisement, ne serait-ce que par le verbe, il ne l'a pas fait. Et cela a joué également contre lui, selon les observateurs. Oui, le problème, je l'ai dit maintenant, on ne peut pas gérer le Nigeria comme on gère le Kenya. Le Nigeria est pratiquement à 220-230 millions d'habitants. Le Kenya est très 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 loin par rapport à ce chiffre concernant la population. Le Kenya a été, comme le Nigeria d'ailleurs, colonisé par la Grande-Bretagne, mais à Nairobi, il y a eu des institutions pérennes. L'histoire politique du Nigeria a été une succession de périodes de gouvernance entre civils et militaires. Oui. Le Kenya a pratiquement, durant toute son histoire, depuis son indépendance, été géré par des civils. Et il n'a pas connu des coups d'État militaires. Oui. Donc, on comprend qu'il y ait une certaine tradition politique au Kenya qui n'existerait pas au Nigeria. Abdelkader Soufi, est-ce que finalement, bien sûr, Tinubu aurait eu tort d'activer justement les recommandations du FMI sans aller à la progression compte tenu des difficultés, des circonstances de vie de sa population? Et il est bien placé pour le savoir. Vous savez, le problème du Nigeria, c'est pour lui, c'est cette macroéconomie du Nigeria, et avec un taux
d'inflation, j'allais dire artificielle de la naira, de la monnaie locale, et qui a poussé justement davantage le président et son gouvernement à trouver une solution normale. Ça veut dire retourner à la normale. Revenir à la normale, ça veut dire c'est crever l'abcès ou couper l'arbre qui cachait la forêt. La situation était dramatique. Et on ne pouvait pas accepter que continuer dans cette inflation. Donc le fait de revenir, d'accepter de revenir à un taux plus ou moins proche de la réalité, a non seulement eu l'effet inverse parce qu'il a fait décoller les prix ou le taux du marché parallèle, ce qui s'est répercuté sur la marchandise, celle qui vient de l'extérieur ou celle qui est produite localement, notamment avec la montée des prix de l'énergie et du transport. Il faut ajouter à cela que le Nigeria, depuis qu'il a sanctionné le Niger aussi, et donc il y a eu le Nigeria ne vend plus de l'électricité au Niger, et par conséquent ce sont des rentrées d'argent j'allais dire qui manquent aux caisses. Il faut les renflouer à tout prix. Bien sûr. Donc comment les renflouer, comment trouver une alternative à cela, comment aussi pour pouvoir ajuster cette économie qui est en train d'user le pouvoir en place, mais surtout qui est en train j'allais dire, de créer une véritable catastrophe nationale en matière de... Alors on va dire les choses autrement, Abdelkader Sofi. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, en allant vers le FMI, il y a une volonté extérieure justement de faire perdre toute crédibilité au président nigérian et bien sûr toute popularité en le poussant à prendre des mesures hostiles à sa population? Ils ne font que faire retourner cette population contre lui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part cet objectif pernicieux? Vous savez, le FMI a toujours été un problème pour les États et pour les gouvernements, notamment africains. Je pense que la seule fois où le FMI a été l'ami de l'Afrique, c'était quand DSK était à la tête de cette organisation. Voilà, qu'on appelait l'ami de l'Afrique. Maintenant, est-ce que lui, il a le choix? Je pense qu'il a le choix. Mais le choix de dire non ou de bien sûr aménager, de se renchérir justement avec ce que peut proposer le FMI ou peut-être qu'il peut chercher de nouvelles sources. Mais aller chercher des sources, ça veut dire c'est toujours avoir un certain pourcentage de souveraineté de moins par rapport à celui. Bien sûr, ce sont des concessions. Le FMI ne cherche pas à donner de l'argent gratuitement, il cherche à faire des concessions, mais surtout à mettre en place une politique pro-FMI, une politique pro de ceux qui financent le FMI. Par conséquent, vous savez, le Nigeria reste un État progressiste et reste aussi un État qui s'oppose dans sa politique à un impérialisme ou un ordre mondial établi et que donc il défend une ligne de conduite africaine, panafricaine, à qui on veut couper les ailes et voilà et mettre à genoux. Très bien, Abdelkader Sofi. Ahmed Kateb, vous êtes là avec nous? Oui. Alors, comme on le disait, est-ce que finalement ces réformes imposées par le FMI au président nigérian ne jouent pas contre lui et c'est l'objectif justement pour que toute sa population se retourne contre lui et qu'il perde en popularité? Tout à fait. De toute façon, c'est un mode de fonctionnement des institutions financières internationales très classique. Pour se débarrasser d'un pouvoir en place ou d'un régime
qui n'est pas à la solde de l'Occident intégral ou de l'impérialisme. Donc, on lui inflige le traitement de choc, celui du consensus de Washington, pour le mettre à genoux, donc pour fragiliser sa situation et l'amener à accepter des politiques ou des alliances qui n'auraient pas dû ou pas pu accepter s'il était assez fort, ou à la limite provoquer un clash entre le pouvoir qui est obligé de préconiser ses recettes, entre guillemets, et la population, donc pousser la population à la révolte pour renverser le pouvoir et créer une situation de chaos. Donc c'est un standard, on l'a vu en Amérique latine, on a vu ce scénario. On l'a vu au Venezuela en ce moment. Tout à fait. Aujourd'hui au Venezuela, il y a une contre-révolution, ou pratiquement une révolution colorée qui est en place et qu'on veut faire aboutir au mépris des résultats d'une élection démocratique qui a élu le président Maduro à un 3e mandat. Donc on est face à une sorte de revanche de l'Occident contre des pays, contre des systèmes politiques qui sont pas à sa solde. On a vu le grand clash à l'occasion des différents votes à l'Assemblée générale des Nations unies par rapport à la crise ukrainienne. Ce que la communauté internationale, entre guillemets, est qualifiée, n'est en réalité que l'Occident. Oui. Et ses appendices, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Corée du Sud. Uniquement, même pas l'Amérique latine, absolument pas l'Afrique, une très grande partie de l'Asie. Donc on voit que cette notion d'Occident est tellement chétive qu'elle a conduit à une sorte de revanche contre des poids lourds du Sud global, africains notamment. On a vu la difficulté lors des dernières élections en Afrique du Sud par rapport à la formation d'un gouvernement d'union nationale où l'ANC a perdu la majorité. On voit ce qui se passe aujourd'hui au Kenya, mais aussi et surtout au Nigeria. On voit les grandes manœuvres autour de l'Algérie. Donc on est face à une reconfiguration à l'international qui essaie d'impacter du moins les prochains mois ou les prochaines années à venir. Très bien, Ahmed Kateb, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales et que vous êtes également professeur universitaire. Merci à vous également. Abdelkader Soufi, vous êtes professeur universitaire, consultant à Ifriqiya FM sur les questions internationales. Merci à notre réalisatrice, Aïcha Hammer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel.